Fidèles auditeurs de la 99.9 Sorna FM Dakar, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Livre ouvert. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Fatou Diop. Bonjour Fatou. Bonjour. Alors Fatou, vous êtes née à Mbour en 1990. Après votre baccalauréat obtenu à l'école Anne-Marie Javoué, vous avez décroché une licence en marketing option affaires internationales. Vous êtes aussi monitrice diplômée en collectivité éducative, ce qui vous a d'ailleurs amené à participer régulièrement à l'encadrement des enfants lors des colonies. Mais à côté de tout cela, Fatou, vous êtes l'auteur du roman Kuching, votre premier roman édité par l'Harmattan Sénégal en 2014. Ma première question, Fatou, s'intéresse au titre même de votre livre, Kuching. À quoi est-ce que ce mot doit nous référer? Bon, je vous remercie. Eh bien, Kuching, j'ai justement choisi ce titre afin d'inviter la population à démystifier cette maladie. Parce que Kuching s'avère être une maladie rare qui n'est pas très connue. De ce fait, j'ai voulu inviter la population, la plupart des gens qui ne connaissent pas la maladie de Kuching, leur faire comprendre qu'il existe bel et bien une maladie qui s'appelle Kuching, qui est peut-être rare aussi, mais pas incurable. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai choisi ce titre. J'ai choisi ce titre Kuching. Eh bien, parce que je me suis dit que la première question que va se poser les autres, c'est qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est? C'est justement là où je voulais en venir. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi cette maladie plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce choix? Eh bien, entre autres, je suis tombée sur un cas similaire. Une personne qui a été atteinte par cette maladie. Et cela m'a bien entendu très affectée. Eh bien, psychologiquement comme moralement, j'ai été très touchée par cette personne parce qu'elle était très fatiguée. Et donc, ne serait-ce que pour lui témoigner de mon soutien, autant moral qu'affectif, eh bien, j'ai décidé d'écrire sur ce thème, sur Kuching, afin de lui montrer que je partage votre douleur. Nous partageons tous d'ailleurs votre douleur. C'est ça, la raison. D'accord. Donc, votre livre comprend 16 chapitres étalés sur 157 pages où vous racontez l'histoire de Mati qui est donc atteinte de cette maladie, le Kuching, maladie avec ses conséquences physiques et psychiques. Est-ce que l'histoire que vous racontez dans votre roman, c'est l'histoire de cette femme? C'est à peu près l'histoire de cette femme parce qu'il y a quand même une réalité. Dans cette fiction. Oui, dans une fiction. D'accord. C'est une fiction, au fait, mélangée avec une réalité. Certaines réalités. Avec certaines réalités, c'est ça. D'accord. Dans le premier chapitre, vous décrivez comment la maladie a métamorphosé donc Mati. Et là, dans sa maladie, elle met l'accent sur le fait qu'au Sénégal, l'entourage ne comprend pas toujours le besoin de solitude du malade. Quel en est votre point de vue? Oui, justement, à juste raison, j'ai remarqué qu'ici, dans les hôpitaux du Sénégal, je ne dirais pas de Dakar, mais en particulier à Dakar, j'ai remarqué que, involontairement, les gens ne font pas attention vis-à-vis du bien-être du malade. Par exemple, s'ils entrent dans une chambre d'un malade... Ils peuvent être à 100. Voilà, ils ne font pas attention, ils s'exhibent comme bon leur semble, ils ne parlent pas doucement. Et puis, comme je l'ai bien dit, un malade a besoin de calme. Un malade, il a besoin de calme, de sérénité. Et si toutefois tu viens pour, soi-disant, lui rendre visite, en retour, tu crées une certaine ambiance, c'est-à-dire, oui, tu fais du bruit. Au lieu de lui rendre service en venant même lui rendre visite, là, tu finis par l'ennuyer. C'est sûr. Et cela peut atteindre le malade au niveau de l'organisme, autant psychologiquement aussi. Voilà. Et d'ailleurs, au Sénégal, voire même en Afrique, il semblerait que soigner une maladie, on ne se réfère pas qu'aux hôpitaux. On a souvent tendance aussi à aller voir des marabouts. C'est une réalité bien de chez nous, comme vous l'illustrez d'ailleurs dans votre livre. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ça pour nos auditeurs? Pourquoi au Sénégal, voire en Afrique, on a souvent tendance, à côté des hôpitaux, même souvent on voit un malade qui préfère aller voir un marabout plutôt que d'aller à l'hôpital? Pourquoi selon vous? C'est bien normal aussi, vu que ce sont nos réalités. Et il ne faut pas oublier peut-être aussi qu'avant les médecins, l'Afrique s'est toujours référée au marabout. Le traitement traditionnel, il est vrai que cela fait de cela des décennies que l'Afrique emploie ce traitement. Et aujourd'hui qu'il y a le traitement
au niveau des médecins, cela ne signifie pas qu'il faudra laisser en rade le traitement traditionnel. Mais est-ce qu'on doit mettre en commun traitement traditionnel qui se fait par exemple à base de plantes, parce qu'on sait que l'homéopathie ça existe, mais traitement traditionnel et traitement je dirais mystique, parce que quand on va chez un marabout qui nous donne le safara ou quoi, ça je peux pas dire que on prend des médicaments à base de plantes ou quoi, alors qu'il y a un traitement traditionnel qui se fait uniquement justement à base de plantes, c'est l'homéopathie. Donc souvent on a tendance ici au Sénégal à un peu confondre les deux. Quand on dit « je vais voir un marabout », on pense à c'est le traitement traditionnel, alors que ça n'a rien à voir. Vous ne trouvez pas? Vous avez raison. Et puis, dans le deuxième chapitre que vous avez nommé Akosha, vous introduisez un personnage qui joue un rôle important dans l'histoire. Il s'agit de Issa, le mari de Mati. Comment le décrivez-vous? Issa, je l'ai décrit dans le roman en termes d'homme exemplaire, un homme qui est bien avec sa femme, qui respecte sa femme avant tout, qui l'aime avant tout. Et j'ajouterais même si tous les hommes pouvaient être comme lui. C'est ça. Parce qu'au moins, lui, si vous voyez bien dans le roman, il a su épauler sa femme jusqu'à la fin. Voilà. Et il est possible aussi qu'il y ait très peu de cas comme ça, ici au Sénégal. Il est fort probable qu'il y ait des hommes qui, une fois leur femme tombent malades ou quelque chose, ils peuvent les délaisser. Pourquoi pas? C'est possible. Ils peuvent les délaisser et aller ailleurs, aller se trouver d'autres femmes. Mais lui, ça, il n'a pas fait ça dans le roman. Vous verrez bien. D'ailleurs, c'est dans la même lancée que vous soulignez également dans ce chapitre le rôle que jouent les proches, un rôle important, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Parfois, le malade, il a besoin d'être seul, il a besoin de calme parce que ça peut jouer sur son organisme. Autant aussi, dans un autre sens, il a besoin de son entourage. Et quand je dis entourage, on parle d'abord du mari ou de l'épouse, on parle des parents, des enfants, et que ça, comme vous l'avez montré ici, joue un rôle important dans l'évolution de la maladie de Mati. Je vais peut-être vous laisser un peu expliquer à nos auditeurs comment Mati, grâce au soutien de sa famille, arrive quand même à aller de mieux en mieux. Je vais vous laisser un peu expliquer ce chapitre-là. Bien entendu, ce qui a Mati est parti à l'étranger, comme je l'ai souligné, en France pour se soigner. Parce que là-bas, il est clair qu'il y a un hôpital uniquement spécialisé pour cela, pour soigner cette maladie de Cushing. Bien vrai qu'elle avait les moyens, qu'elle est partie certes pour se soigner, mais il y a quand même l'appui de ses proches. Parce que même si au bout du compte, elle disposait de tous les moyens requis, et qu'au final, elle n'avait pas l'appui de ses proches, et qu'elle se sentait, ne serait-ce délaissée un tout petit peu, je pense que ça n'irait pas. Parce que, quelle que soit la maladie, je trouve qu'une maladie d'abord commence au niveau de la tête. Une maladie, n'importe laquelle, est psychologique. Mais il suffit au moins que tu aies des proches, des gens qui t'appuient, que ce soit des proches, que ce soit des amis, qui t'appuient, qui te prouvent au quotidien que ce que nous partageons ta douleur, que nous sommes avec toi, c'est juste ça, c'est déjà un pas en avant. C'est ce qui te pousse à persévérer, à ne pas abandonner, à ne pas te laisser sombrer dans la détresse. C'est sûr. Parce que si toutefois Mati avait été délaissée par ses proches, alors elle aurait pu même aller jusqu'à Cochin pour se soigner, elle ne serait jamais guérie. Parce que psychologiquement, déjà que la maladie est une source de dépression, donc ça ne lui aurait pas été d'une aide que les autres la regardent libre à elle-même. Son mari a été le premier à l'avoir épaulée. Ensuite, bien évidemment, son père, sa mère. Oui, parce que même à distance, ils avaient quand même des communications via Skype ou quoi. Oui, même à distance, ils étaient au quotidien, en permanence, en communication. C'est déjà quelque chose. Il y a des malades, nous rencontrons de tout le temps des malades à qui on ne rend même pas visite, à qui peut-être on rend visite si ce n'est qu'une fois dans le mois, par exemple. C'est possible. Au moins là, j'ai tenu à souligner que c'est quand même un privilège de se faire berner. Voilà, car c'est un privilège au moins qui n'est pas accordé à certains. Un privilège d'être entouré, d'être très bien entouré même, d'être sollicité pour un malade. Je trouve que c'est un privilège. Parce que certes, il y a des malades qui, indépendamment de leur volonté, qui ne reçoivent jamais de visite. Pourquoi? Parce que peut-être ils n'ont pas de famille, peut-être qu'ils n'ont pas de proches, qu'ils n'ont pas d'amis.
Donc voilà, chers auditeurs de la 99.9, je vous rappelle que vous suivez toujours votre émission Livre ouvert et nous sommes en compagnie de Fatou Diop, auteur du livre Cushing. Fatou, dans le chapitre 3 qui s'intitule donc Les mystères de la maladie de Cushing, vous mettez la lumière sur cette maladie et vous nous donnez un peu des précisions sur celle-ci, sur les effets qu'elle peut avoir sur l'organisme de la personne et de ces effets non seulement physiques, on note aussi, comme je l'avais dit tantôt, des effets sur le psychisme. À savoir, Mathie avait des hallucinations. Tout le monde commençait à croire qu'elle commençait à devenir folle. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, en tout cas, que cette maladie ressemble plus ou moins à la schizophrénie? Oui, bien entendu. Cette maladie a entre autres des traits, comme vous venez de dire, parce que elle avait des hallucinations, comme vous l'avez remarqué. La maladie parfois te plonge même dans un autre monde. Elle peut t'emporter dans un monde qui a eu lieu il y a de cela même 2 siècles. Vous voyez ce que ça fait alors? Et naturellement, il est clair que la personne voit ça parce que si elle ne le voyait pas, elle n'allait pas le dire, elle n'allait pas le souligner. La personne peut se trouver même... Mais comment est-ce que ça peut être possible? Que via ces hallucinations, une personne puisse lire dans les pensées d'une autre. Tout ça sont les effets de la maladie. Si justement la personne était normale, elle n'allait pas peut-être avoir tous ces symptômes. Oui. C'est juste des effets de la maladie. Et vous soulignez en même temps dans votre livre que cette maladie est souvent une maladie qui touche le plus souvent les chiens. Voilà. Et on a tendance à dire que les chiens, ils sentent des choses qui peuvent arriver. Est-ce que ça explique les hallucinations que Mathie a, de ce fait que cette maladie justement, voilà, qui touche les chiens, est une sorte de maladie qui donne des prémonitions? Tout ça, en fait, c'était pour souligner que cette maladie est tellement rare que chez les hommes, au moins, je dirais chez les hommes, elle est tellement rare chez les hommes que finalement, nous avons noté que la plupart des cas peut-être se trouvent chez les animaux, comme les chiens en particulier. C'est possible parce que soudainement vous pouvez voir un chien qui commence à prendre du poids, qui est un peu obèse. Il est peut-être certainement victime de Cushing. Oui. Voilà, de Cushing, c'est ça. D'accord. Dans le chapitre 4, Khadim, c'est un autre personnage qui a quand même eu à jouer un rôle pas mal important dans cette histoire. Mathilde nous parle donc de son frère disparu, une perte qui selon elle doit être acceptée car étant la volonté divine. Était-ce une façon pour elle de préparer ses parents à son éventuelle disparition? Oui, c'est possible, bien entendu, parce que en fait, je dirais que si une personne est malade et qu'elle en arrive à un certain point, à un certain niveau, il est clair que la première des choses à laquelle elle peut penser, c'est sa disparition. Autant qu'elle, autant que les autres. C'est la première des choses à laquelle vont penser ses proches, c'est peut-être que la personne va disparaître. C'est tout naturel. Donc, et comme elle était très fatiguée, donc elle s'est dit pourquoi ne pas préparer mes proches psychologiquement au préalable. Ses proches déjà craignaient de la perdre. C'est évident, parce que c'est ça. Et donc, pour les sensibiliser un peu, eh bien, elle a posé cette anecdote qui souligne que son frère est parti, et là même sans avoir prévenu personne. Mathie, oui. Quand là, j'ai tenu à montrer que Mathie a souligné 2 choses. La première est que elle voulait préparer psychologiquement ses proches à sa disparition, sans doute. Et la deuxième des choses a été que elle voulait souligner à ses proches que certes je suis malade, mais ça ne signifie pas que forcément je vais mourir. Parce que voici l'exemple de mon frère qui n'était pas, malade sur le coup. Oui, qui était bien portant. Bon, en tout cas, qui était bien portant, qui allait venir sans problème, qui était bien portant et qui finalement est décédé un beau jour. Donc, si lui il a pu mourir, donc pourquoi moi je ne serais pas exemptée. Oui, moi je ne serais pas exemptée. C'est ce qu'elle a voulu faire comprendre à ses proches, justement, et surtout elle voulait ramener ses proches
à la fois. Oui, parce que c'est ça que vous soulignez en même temps. Vous montrez à quel point Mathie est très croyante. Et pieuse, et parfois, on voit des malades qui se demandent même pourquoi, mon Dieu, je prie tous les jours, je fais mon aumône comme il se doit, je fais mon ramadan ou même mon carême comme il se doit. Pourquoi, mon Dieu, m'inflige cette souffrance? Et c'est souvent ce qui arrive avec des personnes malades qui perdent la foi. Voilà. Le chapitre 5, la visite de Babacar. Babacar est le gendre idéal. Il est gentil, serviable, avec un grand cœur. Il est comme un grand frère pour Mathie. Mais la question qu'on peut se poser, c'est quel est l'apport réellement de Babacar par rapport à la maladie de Mathie? Quel est son apport par rapport à cette histoire? Parce qu'on l'introduit, d'accord. On sait qu'il a été le chamin, comme on dit en Wolof, de Mathie, qu'il a été très gentil, qu'il a aidé le papa de Mathie quand il a perdu son ordinateur avec ses données d'analyse. Mais à côté de ça, quel a été l'apport de ce personnage dans l'histoire même, dans la finalité de cette histoire? Pour commencer, Babacar, comme je l'ai souligné, Babacar a été un ami d'enfance de Mathie. Ils se sont toujours côtoyés depuis l'université et il est bien évidemment plus naturel que lorsque Mathie est tombé malade, que Babacar aille lui rendre visite. Voilà, il est parti lui rendre visite et bien sûr, cela psychologiquement a aidé Mathie. Il a participé quelque part à son rétablissement parce qu'il ne faut pas oublier que la maladie de Cushing est une source de dépression. Donc, il faut vraiment que vos proches se réunissent pour vous appuyer, pour vous soutenir afin que vous puissiez vous en sortir. C'est ça. Et Babacar, vu qu'il est l'ami de Mathie, la moindre des choses qu'il ait pu faire a été d'aller lui rendre visite. D'accord, c'est bien normal. Avoir consacré un chapitre spécialement à cette visite de Babacar? Cette visite de Babacar, justement pour souligner leur amitié. Je voulais souligner qu'ils étaient très proches l'un de l'autre. Moi, ce que j'ai compris en tout cas dans ce chapitre, c'est que c'était une manière pour vous de un peu parler des dépenses folles qu'on peut faire lors des cérémonies, à savoir comme les mariages et les baptêmes. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce genre de pratique? Ben, ça dépend dans certaines circonstances, parce que Babacar, dans le roman, vous vous rendrez compte que certes, il n'est pas son frère de sang, mais Mathie et lui sont quand même des frères de cœur. Et donc, Mathie le considère comme son vrai frère, et c'est ça. Et donc, pourquoi pas ne pas dépenser beaucoup d'argent pour sa cérémonie de mariage? Et c'est justement ce qu'elle a fait. Et puis ici aussi, ce sont nos coutumes, ce sont nos cultures. Mais est-ce que ça doit être des pratiques qui doivent être pérennisées? Parce qu'on sait que quand même il y a la conjoncture qui est là, on n'arrête pas de s'en plaindre, surtout nous autres femmes. On se dit la dépense est trop chère, c'est difficile de joindre les deux bouts. Mais à côté de ça, tu peux voir une personne, une femme, qui limite va dépenser, je sais pas, je donne un prix approximatif de 500 000 parce qu'elle est la marraine ou quoi. Et le lendemain, ne même pas avoir de quoi préparer son repas de midi. Est-ce que c'est quelque chose que vous, en tant que femme, vous recommandez? Je peux comprendre que ce soit son tchabine, qu'elle veuille vraiment lui rendre hommage, mais à ce point quand même. Je comprends très bien votre thèse, votre position, et je trouve même qu'elle est très pertinente. Mais dans un sens, je dirais que je suis contre le gaspillage. Certes, il n'est pas bien de gaspiller, mais pour gaspiller aussi, faudrait-il que tu n'aies pas les moyens? Faudrait-il que tu ne peux pas t'offrir ce luxe? Mais si toutefois tu peux t'offrir ce luxe, pourquoi pas? Si toutefois tu peux t'offrir le luxe de faire plaisir à un proche ou bien à un ami, quels qu'en soient les prix, ou même parfois tu peux ne pas avoir ce prix, tu peux ne pas avoir ce luxe, mais quand même parce que c'est ton ami, parce que c'est ton proche, c'est un parent à qui tu tiens à cœur, donc forcément, tu vois. Donc, dans le chapitre suivant, le 6, c'est une sortie provisoire. Donc, Mathie, qui est en France, se voit quand même être autorisée à sortir provisoirement du cadre hospitalier. Selon vous, qu'est-ce qui manque à nos hôpitaux? Puisque quand même, on voit ici que Mathie, vous l'avez dit tout à l'heure, a les moyens de se faire transférer en France. Mais est-ce que vous ne déplorez pas le fait que les personnes ici au Sénégal, qui souffrent parfois de maladies, même des fois c'est pas le Cushing, c'est des maladies, on peut même parler d'une maladie du cœur ou quoi, doivent être obligés d'aller en France pour se faire soigner? Qu'est-ce qui selon vous manque à notre médecine?
Eh bien, je dirais que ici au Sénégal, le traitement est très performant. Personne ne le nie. Mais une maladie aussi rare que Cushing, si ça se soignait, si ça s'est traité ici au Sénégal, la femme n'aurait pas eu besoin de voyager. Mais ça, je c'est parle clair. d'une manière générale, parce que des fois même, ça peut ne pas être le Cushing, ça peut être, comme je vous ai dit tout de suite, une maladie, une autre, qu'on a souvent tendance à voir ici au Sénégal, mais que à un moment ou à un autre, les médecins ici au Sénégal vous disent « Écoutez, nous ne savons rien faire pour vous, limite, faudrait aller en France. » Pourquoi est-ce que... Parce qu'on ne peut pas nier aussi qu'au Sénégal, on forme vraiment des médecins qui sont même recrutés ailleurs, en Occident ou quoi. On a les performances pour vraiment former de bons médecins, mais à côté de ça, notre système sanitaire souffre. Pourquoi ? Mais bon, ici aussi, parfois, on ne doit pas nier qu'il y a le manque de moyens aussi. Hein. Je pense que c'est surtout ça. Dans les hôpitaux, il y a le manque de moyens. Et déjà, il y a des maladies qui ne sont pas connues ici, comme dans d'autres pays aussi. Par exemple, Cushing peut être connu en France, à Paris, mais ça ne signifie pas forcément qu'elle est connue en Allemagne ou bien aux États-Unis ou en Norvège, ça dépend. Parce que si toutefois ça devait se soigner en Norvège ou bien aux États-Unis, elle irait là-bas, quitte à ce qu'elle dépense toute sa fortune, parce que la santé n'a pas de prix. C'est ça. Et si ça se traitait ici vraiment, si ça pouvait se traiter ici, d'ailleurs, la preuve en est que, comme je l'ai souligné, elle a séjourné, elle a séjourné 1 mois, 14 jours ici à l'hôpital principal de Dakar avant de quitter Dakar et pour aller à Cochin. Et ici, je ne dirais pas que les médecins, bien vrai que les médecins ne connaissaient pas très bien cette maladie, ne connaissent pas très bien. Ils ont quand même su stabiliser sa maladie. Ils ont quand même pu l'aider d'une certaine façon, l'aider à préparer un dossier, l'aider à calmer sa tension, il y a beaucoup de choses qu'ils ont faites. Oui, ça ne signifie pas qu'ils n'ont rien fait du tout, bien sûr, parce que je dirais même qu'ils ont été d'un grand appui de Cochin, parce que si Mati n'était pas passée à l'hôpital principal de Dakar, peut-être que ça aurait pu être pire. Parce que si toutefois elle était restée chez elle à croiser les bras, à dire « Attends, je vais attendre d'aller en France pour me soigner », là, ça aurait été pire. Peut-être que arrivé là-bas même, la maladie aurait pu lui être fatale. Et puis Mati va se rendre à Orléans dans le chapitre 7. Elle va séjourner un moment chez son amie Binta, un autre personnage qui va jouer un rôle aussi très important dans l'évolution de cette maladie. À cet instant précis de l'histoire qu'on commence à voir Mati se rétablir. Donc, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, l'important aussi vient de nos proches. Parce que pendant un bon moment dans ce chapitre, depuis le chapitre, je pense, de Hadim, Mati ne parlait plus vraiment de cette maladie. Elle pensait plus à autre chose, et c'est à partir de ce chapitre-là où elle est partie à Orléans qu'on commence vraiment à la voir ne plus nous parler de cette maladie, nous parler de son quotidien. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ça pour les auditeurs? En fait, cette maladie, comme je l'ai souligné, te fait rêvaser, tu vois. Elle te plonge dans le passé. Quand elle est tombée malade, la femme, son principal quotidien était de rêver. C'est normal, alors qu'elle parle de son passé, de Khadim, de son quotidien aussi, parce que elle restait sans rien faire, c'est bien normal. Un autre problème que vous avez souligné dans ce chapitre, c'est celui des nobles et des castés. Quel est votre point de vue sur cette situation qui, même, je pense que c'est très récurrent au Sénégal, je dirais aussi en Afrique, mais même on peut rencontrer en Occident, en tout cas, des cas comme ça où on se dit, voilà, parce qu'elle n'est pas de famille noble, je ne vais pas me marier avec ou quoi. Quel est votre point de vue sur la situation? Bon, de mon point de vue, je suis contre, hein. Je suis contre cette situation. Je suis contre que deux personnes qui s'aiment ne peuvent pas s'unir tout simplement parce que l'un des deux est noble, l'autre est caste. Pour moi, ça n'a aucun sens. Pourquoi je ne pourrais pas me marier à un caste? Pourquoi je ne pourrais pas me marier à un noble? Pourquoi? Parce que c'est un noble, parce que c'est un caste, ça n'a aucun sens. Tout bonnement parce que si déjà nous partageons notre religion, si nous avons les mêmes astuces, les mêmes aspects, les mêmes croyances religieuses, les mêmes pratiques religieuses, donc pourquoi ne pas s'unir? Les histoires de caste et de nobles, ça ne date pas d'aujourd'hui.
Ça date depuis, il y a de cela longtemps, depuis nos ancêtres. C'est ce qu'ils ont laissé ici. Ce sont des croyances que nous avons héritées d'eux. Et pour ma part, il faudrait bien les bannir. Ouais. Une autre pratique qu'on avait évoquée en bref tout à l'heure, c'est le fait qu'on se réfère au marabout, mais là on va plus parler de l'aspect maraboutage. Parce qu'à un moment, Mathie allait bien, mais du jour au lendemain, elle a rechuté jusqu'à quand même inquiéter un peu son amie Binta et sa cousine Mami. Selon vous, qu'est-ce qui peut amener une personne à en marabouter une autre? Eh bien, c'est très simple. La jalousie, la méchanceté. De nos jours, nous nous rendons bien compte que la population, elle est excessivement jalouse. Elle est méchante. Je ne ciblerai pas, pour ne pas froisser certains, la population sénégalaise, mais je dirais que la jalousie est partout. C'est un défaut, comment dire, qu'on a trouvé ici, qu'on va laisser ici, sur Terre. Et malheureusement, les gens ne comprennent pas que, au lieu de s'attarder à vouloir faire du mal à son prochain, mieux vaut réfléchir à la manière à laquelle nous allons persévérer dans la vie. C'est clair. Si tout le monde réfléchissait ainsi, eh bien, personne n'aurait eu le temps d'ailleurs de faire du mal à personne. C'est clair. Ça, c'est clair. Okay. Chapitre 9, souvenirs et rencontres. Ici, on nous fait naviguer un peu dans un passé, puisque ce qu'on peut voir quand même, c'est que comme Mathie nous parle de son histoire, donc ça doit être forcément au passé, mais là, c'est un passé dans un passé. Et donc, elle nous raconte comment elle a rencontré Issa. Une rencontre que je dirais limite hasardeuse. Est-ce que vous croyez au hasard? Au hasard, ben ouais. Ben ouais, j'y crois un peu. Et bon, là, je dirais que c'est le hasard ou bien peut-être même c'est le destin. Ça doit être le destin. J'ai dit que c'est le destin parce que, avant tout, si Dieu, si je peux me le permettre... Vous êtes croyante? Je suis croyante, oui, si je peux me le permettre. Pour certains qui ne croient pas en Dieu, moi je crois en Dieu. Je dirais que si Dieu n'avait pas voulu qu'ils se connaissent, eh bien, ils ne se seraient pas rencontrés au point de s'aimer et jusqu'au final aboutir au mariage. C'est ça, pour moi, ça n'avait rien de hasard. C'était tout simplement le destin. D'accord. Et pour préparer la venue de son mari, Mathie commence à se reprendre en main, à se chouchouter, à se faire belle. Question astuce de femme, vous en pensez quoi? Ben, je dirais tout simplement qu'en tant que femme mariée, c'est un exemple. Elle est digne d'un exemple pour toute la gente féminine, voilà. Parce que tout bonnement, elle aurait pu se dire, tiens, je suis malade, je suis fatiguée. Se laisser aller. Oui, c'est pas grave. Si mon mari vient, il va comprendre. Mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est quand même efforcée de se faire belle. Et c'est bien normal. Elle n'a jamais voulu se laisser aller. Et puis, du coup, son mari qui doit venir du Sénégal, la moindre des choses, à laquelle elle doit penser, c'est au moins de lui laisser croire que je vais bien, même si c'est pas bien, tu vois. Parce que, elle, avant tout, certes, elle est malade, mais elle pense aux autres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, c'est sûr, oui. C'est sûr. Est-ce que c'est une façon, donc, pour vous, de dire aux femmes qui peuvent tomber malades que, voilà, c'est pas parce que vous êtes malade que vous devez vous laisser aller. Vous devez quand même vous chouchouter, histoire de quand même attirer encore l'attention de votre époux pour que celui-ci en retour puisse vous épauler. Est-ce que c'est votre manière à vous de faire appel aux femmes? D'une certaine manière, oui. D'une certaine manière. Je trouve qu'une femme ne doit pas se laisser faire, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve difficile à laquelle nous passons, une femme ne doit jamais se laisser faire. Tu peux aller très mal, mais tu peux ne pas le laisser transparaître, sauf en cas de force majeure. Et là, bien que Mathie soit en cas de force majeure, il fut un moment où quand même, elle se sentait bien, comme ça. Pas très 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 bien, mais quand même, elle s'efforçait de montrer qu'elle était bien. Et vu que son mari a passé un bon moment au Sénégal, ils ont passé chacun l'un loin de l'autre, donc et sachant qu'il allait venir, donc elle s'est reprise en main. Oui, pour lui faire plaisir, histoire de l'accueillir, de bien pouvoir l'accueillir. Eh bien, elle s'est refaite toute belle, oui, et c'est la moindre chose, hein, à mon avis. Je vous l'accorde. À tous nos auditeurs donc de Sorna FM qui nous écoutent, je vous rappelle que vous suivez toujours votre émission Livre ouvert et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Fatou Diop, auteur du roman Coaching. Fatou, dans le chapitre 10, on nous parle de la déception amoureuse de Mathie quand elle était avec Medoune. On souligne ici le poids de l'accord parental au Sénégal dans le choix des époux.
Est-ce que vous considérez que un parent doit quand même dire à son enfant non, je préfère que tu te maries à celui-ci ou à celle-ci, plutôt que de laisser à son enfant le choix de faire sa vie comme il l'entend? Eh bien, je dirais que ici, personne n'impose à personne de se marier avec qui que ce soit. Mais il y a des conditions. Bon, je parle pour certains parents, nous parlons comme le cas de Mathie. Je parle, si nous nous référons à ses parents, vous comprendrez qu'ils ne lui ont jamais imposé un choix concernant les hommes qu'elle fréquente. Sauf que il y a des limites à tout. Ici au Sénégal, nous avons nos réalités, nous avons nos conditions. Et là, un beau jour, je dis, papa, je me marie. Je te présente mon fiancé. C'est ton fiancé, d'accord, c'est bien, tu veux te marier, c'est bien, je suis content. Mais avant tout, qu'est-ce que je fais? Je vais aller faire des recherches pour voir qui est ce garçon avant tout. D'abord, s'il correspond à notre sang, parce que ce sont nos réalités, comme je l'ai dit, ça nous n'y pouvons rien. Je peux ne pas être d'accord, mais je ne peux quand même pas m'opposer aux croyances parentales. Ça, je le dis. Pour commencer, je vais faire des recherches, savoir s'il partage le même sang que nous, s'il est noble ou s'il est caste. S'il est noble, parfait. Le cas de Mathie, je parle toujours du cas de Mathie. Premièrement, s'il est noble, c'est parfait. Deuxièmement, je vais aller faire, entre guillemets, comme on dit en Wolof ou en arabe, l'istihar. L'istihar, eh bien, ce sont des recherches, c'est aller vers un marabout, essayer de regarder à travers le Coran, voir si le couple va marcher ou pas. S'il est compatible. Oui, s'il est compatible, si l'union des deux jeunes gens sont compatibles. Voilà. Et c'est justement ce que le père de Mathie a fait. Et c'est la moindre des choses aussi. Parce que avant quand même de donner ta fille en mariage, de la remettre entre les mains de quelqu'un, la moindre des choses, c'est d'abord de vérifier si vraiment la famille dans laquelle la fille va aller, eh bien, elle est digne d'elle. Même à part les problèmes de caste, de noble, non, je ne parle plus de ça. Je parle entre autres, est-ce que ma fille va être heureuse dans ce ménage? Est-ce que vraiment ma fille va se sentir à l'aise ici? Est-ce que vraiment elle sera heureuse dans le futur? Parce que là, elle peut croire que Médoune est fait pour elle. Ils sont faits l'un pour l'autre. Mais est-ce que vraiment ils sont faits l'un pour l'autre? Ça, pour le savoir, il n'y a qu'une chose à faire. Soit faire nos propres recherches en faisant le listihar, comme je l'ai dit, ou bien les laisser se marier et après ils le verront d'eux-mêmes dans le futur. Et donc, le père de Mathie, ne fonctionnant pas de cette manière, a décidé de mettre un terme dès le départ, au moment où il a appris que Mathie ne sera pas heureuse avec Médoune. Je ne dirais pas ne sera pas heureuse, mais du moins n'est pas compatible avec lui. En tout cas, ce qui est sûr, ils n'étaient pas faits pour être ensemble. D'accord. Oui. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas essayé, par exemple, de pimenter un peu l'histoire, je dirais? Parce qu'on sait que Médoune, après, il s'est marié avec une autre. Mathie s'est marié avec quelqu'un d'autre. Et on sait que peut-être Médoune ne l'aurait pas soutenu autant que Issa l'a fait. Mais pourquoi n'avez-vous pas essayé de pimenter un peu l'histoire en, je sais pas, créant un petit drame dans le couple de Médoune pour qu'on puisse se dire, ah d'accord, on comprend maintenant ce que avaient vu les marabouts que le papa de Mathie a consulté. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas essayé un peu de donner une justification à cette interdiction du papa? Pourtant si, je l'ai justifié. Qu'est-ce que j'ai dit dans le roman? Non, je veux dire, vous avez justifié que oui, allez, il a été consulté des marabouts, 7 marabouts qui lui ont tous dit que les deux n'étaient pas compatibles, d'accord. Mais pourquoi, vers la suite, au fil des années, vous n'avez pas introduit, je dirais entre guillemets, un petit drame, bon, je vais être un peu dramatique, en disant, d'accord, Mathie est avec Issa la soutient dans sa maladie, Médoune, je donne un exemple, hein, sa femme est malade, il a préféré la lâcher. Qu'on puisse se dire, ah tiens, donc si Mathie était avec Médoune, il ne l'aurait pas soutenu, il l'aurait abandonné. Pourquoi n'avez-vous pas un peu essayé d'apporter cette petite touche? D'accord, je comprends. Mais c'est que au fait, je me suis dit que il n'est pas toujours évident que les marabouts te donnent les raisons pour lesquelles ils t'interdisent de faire quelque chose. Un marabout peut venir et te dire carrément, tiens, Fatou ne fait pas ça.
Mais tu n'es pas obligé de savoir pourquoi il me dit, pourquoi je ne fais pas ça. Tu peux lui poser la question. Mais peut-être aussi qu'il n'est pas obligé, qu'il n'est pas tenu de te dire coûte que coûte, pourquoi tu ne vas pas faire ça. Parce que, qui sait, derrière leur recherche, il peut peut-être y avoir un djinn, qui sait, entre autres pour ceux qui y croient, qui leur disent, tiens, tu peux leur interdire, mais en aucun cas, il est défendu que tu leur dises le pourquoi. Parce que ça peut vous être fatal. Et si toutefois le marabout devait subir tout ça, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas choisir de vous le dire quand même. C'est sûr. Le plus important a été que le papa de Mati s'est très vite rendu compte qu'il n'y a jamais de fumée sans feu, premièrement, si je m'exprime bien, et deuxièmement, toutes les bonnes vérités se ressemblent aussi, parce que c'est quand même incroyable, je dirais même inadmissible, qu'il côtoie environ, je dirais 7. 7, c'est pas 2. 7, c'est pas 3, 7, c'est pas 4, mais 7 marabouts, aussi différents l'un de l'autre. Ils disent tous la même chose. Ils disent tous la même chose. En plus, ils ne se connaissent pas. Ils étaient d'ailleurs à des points différents. L'un peut se trouver à Dakar, l'autre peut se trouver à Saint-Louis, l'autre encore peut se trouver à Kaolack, l'autre peut se trouver à Dakar, l'autre peut se trouver à Thiès. C'est pas possible. Et chacun vient et me dit la même chose. Ne donnez surtout pas votre fille à ces garçons. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Et les marabouts, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a un autre qui va venir, c'est tout. C'est tout, il s'arrête là. Et donc, si tout le monde, à l'unanimité, veut me mettre hors de danger, pourquoi ne pas les écouter? Pourquoi je vais courir le risque de jeter ma fille dans les bras de quelqu'un qui sait, peut-être que c'est pas lui le danger, mais ça peut être ailleurs. Autre chose, oui, ça peut être autre chose. D'accord, mais est-ce que, bon, pour continuer un peu dans la suite de mes idées, est-ce que allez, on doit sous-entendre en tant que lecteur que c'est parce qu'elle a accepté de laisser tomber Medoun et puis de se marier avec Issa qu'elle a pu tomber sur quelqu'un qui la soutienne comme il faut. Est-ce que le lecteur doit sous-entendre ça? Non, même pas. En fait, les raisons pour lesquelles le père de Mati n'a pas donné Mati en mariage à Medoun, ça j'ai tenu à ne pas le souligner. Pourquoi? Parce que pour ma part, ce n'est pas important. Ce n'est pas important parce que je me dis tout simplement que les marabouts ne sont pas obligés, ne sont pas tenus de nous dire pourquoi. Ça ne signifie pas que parce qu'ils l'ont défendu de se marier à Medoun, que forcément Medoun est quelqu'un de mauvais. Non, je n'ai jamais dit ça. Medoun n'est pas quelqu'un de mauvais, mais on voit de tous les jours deux personnes qui s'aiment, mais qui jusqu'à la mort ne seront jamais ensemble. Ça arrive. Pourquoi? Parce qu'avant tout, Dieu a dit qu'ils ne doivent pas être unis. Parce qu'il était prédit que Issa et Mati seraient ensemble. Il faut le voir dans le bon côté. Il était prédit que Issa et Mati seraient ensemble et que de cette union naîtront 2 gamins. C'est ça, je l'ai bien souligné, leurs 2 fils, Khadim et Suleiman, je l'ai dit. Et qui sait, si elle s'était mariée à Medoun, est-ce que Khadim serait né? Est-ce que Suleiman serait né? D'accord. Entre guillemets. D'accord. Le chapitre 11, le mariage. Si on nous raconte un peu comment s'est déroulé d'autant la demande de mariage de Issa à Mati et puis le déroulement de la cérémonie. Mais là, on se rend compte que Issa et Mati se sont rencontrés de façon hasardeuse et vous m'avez dit croire quand même au hasard. Et puis, même pas longtemps, il lui a fait sa demande en mariage. Est-ce que vous croyez au coup de foudre cette fois-ci? Au coup de foudre, ben ouais, je crois au coup de foudre bien sûr. Parce qu'il arrive de voir une personne pour la première fois et que cette personne te plaît. Ça arrive. Mais maintenant, ce qui suit est que, d'accord, cette personne me plaît, mais comment est-elle? Est-ce qu'elle est bien? Son comportement, j'aimerais bien le savoir. Et c'est ce qui fait que 2 personnes pour un début sortent ensemble. Et pourquoi ils sortent ensemble? Ils ne sautent pas sur le coup au mariage. Ils veulent apprendre à se connaître. C'est ça. D'accord. Le chapitre 12, donc la mort de Khadim, vous expliquez un peu comment Khadim a perdu la vie, qu'il était quand même épileptique. Et du jour au lendemain, comme vous l'avez dit, il a trouvé la mort. Et vous racontez aussi comment Khadim a pu quand même réconcilier Mati à sa famille. Parce que comme on est sorti tout de suite de cette histoire de Medoun, Mati, que le papa a dit non et que Mati en a voulu à toute sa famille, Khadim quand même a réussi à réconcilier un peu les 2, Mati donc et la famille. Et vous avez souligné à un moment qu'on a tendance à dire que les personnes bien ne vivent jamais longtemps. Est-ce que vous y croyez? Bah ouais, j'y crois. On voit ça de tous les jours. Donc vous estimez qu'une personne qui est bien
n'a pas la chance de vivre longtemps. Est-ce que ça, en tout cas moi, quand on me dit quelque chose comme ça ne me pousse pas forcément à vouloir être bien. Ah oui, très bien. Bon, en fait, c'est juste une remarque, une thèse générale sur lesquelles les gens s'appuient, sur lesquelles les gens ont posé les yeux. C'est bien normal aussi, parce que d'une certaine façon, si je peux bien m'exprimer, entre guillemets, je suis croyante, je ne sais pas les autres. Maintenant, je me dis que Dieu, eh bien, donne une opportunité aux non-croyants de se repentir. Et maintenant, ceux qui sont déjà croyants, à la limite presque parfaits, alors pourquoi les laisser vivre, continuer à vivre sur terre, autant que je les prenne, avant que les non-croyants les influencent? D'accord. C'est juste une pensée religieuse ou bien, ouais, entre guillemets. D'accord. Le chapitre 13, donc, consacré à l'arrivée d'Issa, il retrouve Mati avec Hadim. Ils passent de bons moments ensemble où ils n'arrêtent pas de voyager d'une ville à l'autre pour voir un peu les amis, la famille. Et on voit que dans ce chapitre, Mati met carrément sa maladie de côté. En lisant justement seulement à partir de ce chapitre 13, on se demande même si Mati est malade. Puisqu'on sait qu'au début, la maladie l'avait tellement affaiblie qu'elle ne pouvait même pas se tenir debout, mais que là, dans ce chapitre-là, elle va à la plage, elle saute, elle fait du sport ou quoi. Elle est vraiment épanouie et à un moment, par la suite, on voit qu'ils sont obligés quand même de se séparer. Issa et Hadim retournent à Dakar. Et puis dans le chapitre 14, Mati retourne à Orléans, la ville du no stress, comme je l'ai appelé pour elle, puisqu'elle vit joyeusement avec Binta, son amie. Dans le chapitre 15, là c'est le chapitre limite du dénouement, si je peux le dire comme ça, puisque Mati a la possibilité de retourner au Sénégal, puisque on l'a dit provisoirement ou encore elle ne sait pas de manière définitive qu'elle est guérie. Elle nous donne un peu des séquelles sur sa maladie, comment la maladie l'a transformée au point que sa propre mère ne puisse pas la reconnaître. Et là, elle entend quand même reprendre ses activités professionnelles et tout. Donc, à côté de tout ça, on remarque quand même que c'est un personnage avec un fort caractère, une forte détermination que vous avez créée. Puisque même étant malade, elle est là, elle se consacre quand même à un quotidien qui puisse être un peu, entre guillemets, normal. Elle va faire du sport, elle prépare à manger, même si c'est un peu dur pour elle. Et là, elle reprend ses activités professionnelles. Donc, voilà, c'est un personnage fort que vous avez créé. Est-ce que, en tout cas, la personne qui vous a inspiré était autant forte, coriace que Mati? Si c'est pas indiscret. Ben ouais. Ou alors, est-ce que vous avez quand même voulu un peu redonner du courage à cette personne? Donc, vous vous êtes dit, pourquoi ne pas lui donner un peu plus de force et de courage? Ben ouais, elle était très forte. Le cas sur lequel je suis tombée une fois, la femme que j'ai vue, je l'ai observée, j'ai bien pris le temps de l'observer, de la regarder. J'ai vu ses va-et-vient, ses gestes. J'ai compris que c'est une personne qui y va avec détermination et qui croit avant tout en Dieu. Dès qu'il y a la foi, selon moi, donc il y a possibilité de guérison, de réussite, de tout, avant tout. Et donc le chapitre 16, là c'est la séparation. Mati, après un court séjour au Sénégal, doit se rendre encore en France. Elle ne sait pas dans combien de temps est-ce qu'elle pourra revenir au Sénégal. Mais surprise, elle arrive et seulement, je pense, 2 semaines après, on lui dit que là, maintenant, elle peut retourner quand même de manière constante au Sénégal où elle doit juste revenir après seulement quelques mois pour faire encore une batterie d'examens. Et là, elle se sent guérie, soulagée, épanouie et elle revit. Mais ce que moi j'ai constaté, en tout cas en lisant ce livre, et c'est mon point de vue, c'est que des fois vous accordez quand même pas mal d'importance aux détails. Par exemple, parfois vous donnez un peu le portrait de Fatima, c'est dans le chapitre 15. On a introduit limite Fatima depuis le début, mais c'est seulement au chapitre 15 qu'on nous donne son portrait, qu'elle mesure, je sais pas, 1m65, ou qu'elle a le nez épaté, qu'elle est de teint plus clair que Mati ou quoi. Et même ou encore le crayon noir qu'elle a acheté en France à 12 € ou quoi. Pourquoi avez-vous tenu quand même à donner certains détails mais vraiment précis? Des choses qui, je dirais même, se passent de façon inaperçue, limite au quotidien. Vous l'avez dit vous-même. Je tenais juste à montrer que cette dame est très forte. J'ai tenu à montrer que cette dame a pris sa maladie, a saisi cette maladie avec courage, avec détermination, avec foi, avec le sentiment qu'elle avait enfui au fond d'elle-même.
Elle avait le sentiment qu'elle allait guérir. Et bien que c'était très dur au départ, elle s'efforçait quand même de vaquer à ses occupations quotidiennes. Oui. Et si l'occasion plutôt d'aller acheter, comme vous dites, des crayons ou bien aller à la plage, tout ça ne s'était pas présenté, eh bien elle ne l'aurait pas fait. Et pourquoi elle l'a fait? Parce que des gens comme sa belle-sœur Nafissatou lui ont un peu obligé, bon, pas obligé, mais quand même poussé à le faire d'une certaine façon. Et tous ces gens ont contribué à sa guérison, justement. Pourquoi? Parce que ils étaient là à l'épauler, tu vois. Et comme qui d'autre encore? Vous aviez parlé de Fatima. Fatima, sa petite sœur, comme on a beaucoup parlé d'elle un tout petit peu des fois dans le roman, eh bien, je me suis dit que c'est mieux parfois de décrire les personnages un peu afin que le lecteur puisse visualiser, avoir un petit peu d'idée sur quoi la personne se réfère, sur quoi la personne se réfère. D'accord. C'est ça. D'accord. Donc, après avoir lu tout ce livre, le premier constat déjà à la première phrase, c'est qu'on se rend compte que c'est une sorte de journal intime. Pourquoi? Parce que le récit est fait à la première personne. Donc, c'est Mati même qui raconte son histoire. Ouais. Avec parfois, elle nous explique comment c'est des personnes qui lui ont dit oui, quand tu étais malade, il s'est passé ça, 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 ça. Pourquoi n'avez-vous pas tenu à vous détacher de la personne qui raconte l'histoire? Vous avez préféré utiliser le jeu plutôt que la troisième personne, elle. Voilà, je ne saurais vous dire. Au fait, j'ai tenu, comme le cas m'avait été... Ce que vous m'aviez dit tout à l'heure, c'est que vous avez quand même vu une personne souffrir de cette maladie. Donc, pourquoi n'avez-vous pas juste tenu à raconter son histoire plutôt que de raconter l'histoire comme si ça vous était arrivé à vous? Eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai tenu à me mettre dans la peau de cette personne. D'accord. Oui, je voulais justement faire ressortir ses douleurs, ses gémissements, sa mélancolie. Vous estimez que c'est plus accrocheur? Oui, c'est plus... je trouve que la première personne du singulier est beaucoup plus compréhensible en termes de narration. Oui. Là, on se sent impliqué. Je dis je parce que là, on se sent impliqué. Là, le lecteur plutôt. Je suppose que le lecteur lui-même, se sentirait lui-même dans la peau du personnage. Voilà. Et il comprendrait ses ressentiments. D'autant plus si c'est une femme qui lit. Parce qu'il y a certains points, c'est justement attrait aux femmes. Et quel est donc votre public cible? Ah ouais, tout le monde aussi, hein. Mais surtout aux femmes aussi. D'accord. Ce que personnellement j'ai quand même noté, c'est que l'histoire est assez linéaire. Il n'y avait pas de rebondissement dans l'histoire. C'est une histoire linéaire. Ouais. C'est un personnage malade qui doit se rendre en France pour se soigner, qui au fur et à mesure commence à guérir et qui guérit finalement. Pourquoi n'avez-vous pas tenu à un moment ou un autre, dans un chapitre ou un autre, essayer de mettre des éléments, puisqu'on est quand même dans une fiction et comme on sait, vous êtes écrivain, on sait que tout vous est permis tant que vous êtes dans la fiction. Vous pouvez apporter même, il y a un extraterrestre qui est venu ou quoi, je donne un exemple tout à fait démesuré, mais ne pas donner encore d'autres éléments qui donneraient un peu plus de piment à l'histoire. Si je comprends parce qu'on est quand même un peu sur notre fin à la fin de l'histoire. On se dit bon, d'accord. Si je comprends bien, on dirait que vous auriez souhaité que je me penche beaucoup plus sur la maladie. Non, sur le scénario plutôt. Sur le scénario même. Ah, d'accord. C'est mon point de vue personnel, je sais pas. Mais en tout cas, quand j'ai commencé la lecture de ce roman, je me suis dit, waouh, c'est un roman qui va m'emporter. Et je dois vous avouer qu'à la fin, je me suis dit, il n'y a pas eu vraiment de rebondissement. D'accord. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture? Ouais. Et ce serait surtout axé vers quoi? La littérature avec les romans ou alors avec des poèmes ou même des nouvelles? Oui, c'est possible. Ça peut être des romans, ça peut être des poèmes, ça peut être des... Est-ce que vous avez déjà commencé à griffonner quelque chose? Ouais. Ça peut être aussi, des scénarios de films. Tout ça, c'est possible. D'accord. Parce que l'écriture, d'ailleurs, a toujours été une passion pour moi. Donc, le faire, eh bien,
ça me rend vivante, quoi. D'accord. Ouais, beaucoup plus vivante. Ouais. D'accord. Quel est le mot de la fin, puisque notre émission touche à sa fin? Eh bien, je remercie d'abord, je vous remercie vous. Eh bien, je remercie mes parents, je remercie ma sœur Diara et son mari. Je remercie Sorna FM. En tout cas, Fatou, toute la rédaction de Sorna FM vous remercie d'avoir répondu présente à cette invitation. Chers auditeurs de la 99.9, c'est ici que se referme ce livre de Fatou Diop qui s'intitule Cushing. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Livre ouvert. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'était Léna Sarr à la présentation. À la technique, c'est comme toujours Pasteur Colli. Très bonne suite des programmes sur Sorna FM.